Tech Co, la quotidienne, les invités. Le retour de Tech Co, la quotidienne, il est 20h27. On est ensemble jusqu'à 21h. Je vous rappelle le nouvel horaire de Tech Co pour cette rentrée. 19h30, 21h, à la radio, à la télé, les replays et les podcasts aussi qui sont là. Frédéric Simotel est toujours à mes côtés, il est resté là. Et je vous présente tout de suite nos deux invités que vous connaissez, alors ou pas. Mais en tous les cas, vous allez voir que ce qui s'annonce, là, va être très intéressant. D'un côté, nous avons Luc Julia. Salut Luc. Bonsoir François. Luc Julia, que vous connaissez bien sûr, qui vient de temps en temps nous voir sur les plateaux de Tech Co, directeur scientifique de Renault Group. Est-ce que tu es co-créateur de Siri, tiens, Luc ? Allez, voilà, je commence par ça parce que après je vous présenterai notre deuxième invité qui lui se pose la question. Bon bah oui, c'est la réponse. Co-créateur ? Co-créateur, il faut faire attention aux mots, les mots ont un sens. Donc pas cofondateur. Je n'ai jamais dit cofondateur, je dis jamais cofondateur parce que je suis co-créateur. D'accord. Et ça a un sens, c'est la création au terme biblique du terme. Hein. Donc c'est-à-dire un des deux, parce que je dis toujours cofondateur évidemment. On a été deux en 1987-1998 à avoir créé un truc qui s'appelait The Assistant à SRI International à l'époque. Et donc qui est devenu ce que j'appelle souvent le grand-père de Siri. Parce que ça commence à faire longtemps, hein, 97, on n'est pas loin de 30 ans quand même. Et donc voilà, et les brevets le prouvent. Oui, parce que c'était le tout début de la voix en fait dans l'intelligence artificielle. En fait, la voix était là déjà depuis un petit moment. Hein, c'est depuis les années 60, on essayait de faire de la voix, mais c'était le tout début de la voix qui marchait. Ouais. Et donc, il y avait Nuance aussi à l'époque. Nuance est arrivé à cette période-là. Nuance est arrivé juste avant parce que en fait, c'était basé sur Nuance parce que je suis par contre un cofondateur de Nuance, qui était fondé en 1994. Luc, je te présente Thibaut Giraud qui est avec nous. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Thibaut Giraud, que vous connaissez si vous êtes un fan de YouTube forcément. Thibaut, vous êtes créateur de la chaîne YouTube Monsieur Phi. Vous êtes philosophe, vous êtes vidéaste. Votre chaîne YouTube rassemble des centaines de milliers d'abonnés. Et votre job, c'est de vulgariser en fait la philosophie. Et vous faites des analyses critiques sur notamment l'intelligence artificielle. Vous êtes, en fait, il y a beaucoup de vidéos. Personnellement, je ne vous connaissais pas avant la polémique de cet été. Donc j'ai un petit peu regardé ce que vous faites. Et effectivement, vous faites plein de vidéos sur justement le rapport que l'IA peut avoir avec la philosophie, etc., ou avec plein de sujets liés à tout cela. Première question, Thibaut. J'ai l'impression que lorsque j'ai regardé toutes les vidéos que vous avez faites sur votre chaîne YouTube, celle où vous pointez Luc Julia est la première vidéo véritablement à charge sur une personnalité. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y en a déjà d'autres ? Oui, vous vous trompez. J'en ai fait une notamment sur Raphaël Enthoven l'année dernière, qui était également destinée à montrer que son livre n'était pas très bon. Mais enfin, c'était une partie de la vidéo. Là, effectivement, peut-être la différence, c'est que c'était essentiellement centré sur les propos de Luc Julia. La dimension sur Siri, dont on a beaucoup parlé, en fait, c'est une petite partie de la vidéo qui, pour moi, était relativement accessoire. Et je voudrais déjà revenir sur deux choses qu'a dit Luc Julia. Je crois que Luc Julia n'a pas vu ma vidéo, puisqu'il l'a dit en interview, et notamment là, il vient de dire deux choses qui me paraissent intéressantes à souligner. Déjà, il dit qu'il ne dit jamais qu'il est cofondateur de Siri. S'il avait regardé ma vidéo, il aurait vu qu'on trouve un extrait dans ma vidéo. Ça vient d'une vidéo de Numérama où il se présente comme cofondateur de Siri. J'invite tous les spectateurs à aller voir ma vidéo. Vous pourrez constater ou aller voir la vidéo de Numérama dont il est question. Luc Julia se présente effectivement comme cofondateur de Siri. En outre, Thibaut, juste une petite parenthèse, parce que après je vais vous laisser vous exprimer, mais sur ce sujet, vous savez que lorsqu'on est dans des médias, souvent on fait des raccourcis qui sont parfois... Sûr, mais il vient de dire qu'il ne dit jamais qu'il est cofondateur de Siri, que jamais, et qu'il ne se trompe pas sur les mots, etc. Je souligne simplement le fait que j'ai au moins une preuve, et je n'ai pas cherché énormément, encore une fois, c'était vraiment un sujet relativement annexe dans ma vidéo. On peut trouver une occurrence où lui-même, face cam, dans une vidéo qui porte sur l'origine de Siri, il se présente comme cofondateur de Siri.
Bon, après, on est d'accord en que outre, c'est pas... si vous faites la recherche, Thibaut, si je peux terminer, non, mais juste une chose sur ce sujet, s'il vous plaît. C'est pas, comme vous le dites, c'est pas le sujet principal de votre vidéo. C'est presque accessoire. Oui, je suis d'accord, c'est accessoire, mais je veux dire, s'il veut parler sur ce sujet-là, on peut en parler. Et donc, faites un deuxième test, tapez Luc Julia, entre guillemets, plus cofondateur, entre guillemets, sur Google, et constatez le nombre de références dans lesquelles il est présenté comme cofondateur de Siri. Il est plus souvent présenté comme co-créateur, mais très régulièrement également comme cofondateur. Alors, peut-être qu'il a pas de chance, je veux dire, il n'arrive pas à corriger cette méconception très répandue, mais c'est tout de même assez curieux, et c'est tout de même aussi un peu à son bénéfice. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, vous pensez qu'il y a une différence de perception entre cofondateur et co-créateur pour Madame Michu qui regarde une vidéo, qui l'entend, à votre avis, sincèrement? Simplement, voilà, je souligne simplement que la première chose qu'il a dit est fausse. Voilà, et genre matériellement fausse. C'est tout. Deuxième chose qu'il dit, il présente son projet, sa première version de Siri qui serait The Assistant. C'est quelque chose qu'il dit très régulièrement en interview. En fait, c'est vraiment son narratif principal. Je n'ai jamais trouvé aucune preuve que ce projet The Assistant existe, notamment quand on cherche du côté d'Adam Shire. C'est-à-dire que quand Adam Shire parle des origines de Siri, il va parler d'autre chose. Il va parler de Open Agent Architecture. Ça, c'est un projet dont on peut trouver facilement des traces. On peut prouver que effectivement, Luc Julia a travaillé dessus, mais parmi bien d'autres personnes, en fait, si on regarde les principaux contributeurs des deux gros articles qui présentent cette architecture, Adam Shire fait partie, est le premier auteur sur ces deux publications, et Luc Julia ne fait pas partie des auteurs de ces publications, mais il est mentionné dedans. Je dis pas qu'il n'a pas travaillé dessus, simplement, voilà, c'est un travail qui est très collaboratif, et c'est pas du tout le bébé de juste Luc Julia et Adam Shire, et au demeurant, ce n'est jamais que une des itérations de Siri qui n'a pas grand-chose à voir avec Siri. Thibaut, et si on interroge directement les créateurs de Siri, tous les créateurs de Siri sont très clairs sur le fait que les brevets sur lesquels Luc Julia est co-auteur n'ont pas servi. Ils sont également très clairs sur la... Thibaut, oui. Thibaut, juste une chose. Si vous voulez qu'on discute tous les trois, il va falloir que de temps en temps vous donniez la parole à Luc. Parce que vous n'êtes pas en train de refaire votre vidéo sur YouTube, autrement ça n'a aucun sens. On est d'accord? Là, l'idée, c'est que vous donnez un argument, Luc puisse y répondre. On est d'accord sur le deal ou pas? Admettons, allez-y. Vous l'admettez, ça fait plaisir. Donc on y va. Luc, juste un mot là-dessus sur The Assistant. C'est quoi cette histoire alors? Je ne sais pas. Bon, The Assistant, c'était ce qu'on avait créé effectivement dans fin des années 90. C'était un des 9 projets de mon groupe qui s'appelait CHIC, que j'avais créé, qui s'appelait Computer Human Interaction Center, ASRI, et qui était co-dirigé avec Adam Shire. Et on avait fait 9 projets, des projets de réalité augmentée, des projets divers et variés, dont un qui s'appelait The Assistant, qui est référencé dans des papiers qui datent de 1994-95 même, donc un peu avant, parce que c'était juste après avoir utilisé justement Nuance. Et donc, alors comment se fait-il que par exemple Thibaut n'ait pas trouvé de traces de ce The Assistant? Sur mon site web, c'est bien. Sur mon site web, il y a des papiers qui datent des années 90 sur lesquels on parle d'OA beaucoup, et OA d'ailleurs est une architecture qu'on a créée avec Adam Shire. Donc il peut toujours dire que je ne suis pas le contributeur essentiel de OA. Je suis un des créateurs aussi de OA, d'ailleurs des architectures qui s'appellent aujourd'hui agentiques, qui sont des agents qui datent des années 80. Mais bon, bref. Donc, on a appelé ça The Assistant. Je pense qu'il y a des articles de journaux qui datent, dont un dont je me rappelle, qui était dans le San Jose News Mercury en 1999, où on parlait de The Assistant. Il y a une vidéo de la BBC. Qui était un peu la préhistoire de Siri, c'est ça, The Assistant? C'est pour ça que j'appelle ça souvent le grand-père de Siri. Okay. Parce que c'était c'était un vieux monsieur sur un écran. À qui on pouvait s'adresser. Donc c'était un avatar en quelque sorte. Un truc qui ressemblait un peu à Merlin, c'est ça, voilà, c'est ça. Exactement. Donc il était. Et pourquoi c'était un vieux monsieur? Pourquoi on avait pris ça? Parce que c'était un des personnages qui était disponible à ce moment-là par ce qui s'appelait Microsoft. Alors je ne me rappelle plus exactement le terme qu'avait utilisé Microsoft pour ces personnages. Oui, c'était un peu comme Clippy. Le Clippy qui avait... Voilà, Clippy c'était un peu avant, mais voilà, donc c'était ça. Et on avait pris ça parce que justement on voulait faire comprendre aux gens qui allaient s'adresser à The Assistant qu'il était un peu vieux et un peu sourd.
et donc il n'allait pas tout comprendre, parce que c'était, comme tu l'as dit juste avant aussi, les balbutiements. Oui, donc il était expérimental, donc vous le positionniez comme ça, quoi. Et c'était de toute façon pas pour le public, hein, parce que c'était un projet de recherche, Okay. Et les brevets qui en sont tirés, les brevets eux-mêmes ont été donnés en 2003, hein, ça met un petit peu de temps pour arriver au brevet, ils ont été déposés en janvier 2000, quand moi, en fait, je n'étais plus à SRI, mais mon nom est dessus, avec celui d'Adam. Thibaut, bon alors, j'imagine que vous allez contredire donc, ça. Alors déjà, ce qu'il décrit, en fait, ça s'appelle InfoWiz, pour autant que j'ai pu retrouver les traces de ce que c'était, parce que j'ai cherché, hein. Et on voit effectivement Adam Scheyer parfois parler un peu d'InfoWiz. Ça ne semble pas être un truc qu'il considère comme extrêmement important. Je pense que le truc important, c'est plutôt OAA. Mais Luc n'a jamais dit que c'était important, The Assistant, hein, Thibaut. Comment ? Il n'a jamais dit que c'était important, The Assistant. Il présente ça comme ce qui justifie qu'il se présente comme co-créateur de Siri. Donc, a priori, s'il justifie d'être appelé comme ça à partir de sa collaboration avec Adam Scheyer et Adam Scheyer seulement sur The Assistant, c'est qu'il accorde une importance particulière à ce truc-là. Et encore une fois, je ne trouve aucune trace de ça. Alors, qu'il envoie les articles en question, je serais curieux de voir. Mais en tout cas, quand on s'intéresse vraiment au sujet, on peut imaginer en mettant de côté les sources de Luc Julia, on ne trouve aucune trace de ça. On peut imaginer que si Luc nous le dit, c'est qu'il n'a pas inventé. Enfin, je veux dire, il n'est pas, enfin, moi, ça fait des années que je le connais. C'est pas un mythomane, c'est pas un menteur. Est-ce que vous pouvez, malgré tout, dans le bénéfice du doute, vous dire que malgré toutes vos recherches, vous n'ayez pas trouvé les documents qui stipulent ce que vient de dire Luc? Ça peut être possible. Est-ce que vous avez interrogé Adam Scheyer à ce sujet-là, par exemple? Je ne peux pas interroger tout le monde. Déjà, vous êtes tous les deux sur le plateau, c'est déjà pas mal. Que tout le monde fasse ce qu'on est en train de faire ce soir, après on en reparlera. Non mais moi je pense, on décide dans quelque chose. Au sujet des brevets, par exemple, j'ai interrogé en fait, des personnes après la sortie de ma vidéo ont contacté les véritables co-créateurs de Siri, c'est-à-dire les trois cofondateurs de la boîte Siri, Dag Kitlos, Tom Gruber et Adam Scheyer, et tous les trois ont été clairs sur le fait que les brevets où Luc Julia est co-auteur n'ont rien à voir avec Siri. Voilà, les trois l'ont dit. Adam Scheyer a mis un peu plus les formes, a dit ils ne font pas partie des plus importants, etc. dans son dernier message, mais il y a eu un premier message où il disait très clairement que non, il n'était pas lié à Siri. Et les trois, il y en a au moins 2 sur 3 qui sont très catégoriques sur le fait qu'il ne peut pas se considérer comme co-créateur. A dit clairement, et le jour où je suis arrivé à Apple, on va parler aussi de cette partie-là, le jour où je suis arrivé à Apple, il a présenté... Thibaut, 2 secondes. Luc réagit et après on vous redonne la parole, s'il vous plaît. Qu'on reste dans les échanges. Le jour où je suis arrivé à Apple, donc pour prendre la direction d'Apple, parce que j'ai dirigé Siri donc plus tard, la première chose qu'il a dite, et bon, là, il y a des témoins, il y avait 15 ou 16 témoins, c'était l'équipe de Siri de l'époque. Adam a présenté les 2 brevets dont je parle, qui sont, bon, je n'ai pas les numéros ici, mais ils sont sur mon site web, hein. Les 2 projets dont je parle, les 2 patents brevets dont je parle, et il a dit au groupe, voilà pourquoi Luc est légitime pour pouvoir venir diriger Siri ici, parce que nous avons créé dans les années 90 avec lui ses patents, ses brevets, et il est avec moi un des fondateurs, un des créateurs de Siri. Voilà. Donc, on peut dire que c'est pas vrai. Adam Scheyer a dit ça il y a... Et Adam Scheyer a dit ça en 2011, et il a répété encore récemment. Et quand on dit que les brevets ne sont pas les brevets les plus importants de Siri, je suis le premier à dire, et je l'ai répété aussi 1000 fois, que les brevets à partir de 2007, parce que Siri, la compagnie, a été créée en 2007, les brevets qui ont été déposés par les fondateurs et les autres qui ont participé à l'aventure Siri, qui était une quinzaine de personnes donc, dans la compagnie Siri à partir de 2007 jusqu'en 2011, ces gens-là ont déposé d'autres brevets qui, évidemment, 10 ans plus tard, ont amélioré excessivement le projet initial. Donc, je n'ai jamais dit le contraire. Et j'ai jamais dit... Si on prend un pourcentage vraiment bête, de se dire, je ne sais pas, moi, tu es à l'origine de quoi, 10% de Siri, 5%? Ça, c'est super compliqué. Encore une fois, on parle de genèse, d'accord? Donc, oui, donc c'est quoi? S'il n'y a pas la genèse, il n'y a pas Siri.
Donc on a démarré le truc. Après ça, en 2007, 2008, 2009, ils ont créé cette boîte et ils ont fait progresser le software. Ouais, bien sûr. Et donc ils ont posé des brevets. Et il y a eu certainement, je sais même pas combien il y en a eu, mais il y a certainement des dizaines de brevets qui ont suivi, donc qui ont été à partir de 2007, qui ont été déposés non plus par SRI, mais par Siri, la compagnie. Luc, ce qui crée l'ambiguïté, peut-être Thibaut pourra rebondir là-dessus aussi, c'est que, évidemment, Siri est intimement lié à Apple, avec l'iPhone. Oui. OK ? Puisque, rappelons-le, à l'arrivée de l'iPhone 4S, donc c'était en 2011, calendrier malheureux puisque Steve Jobs est mort la veille de la présentation de l'iPhone 4S, Apple présente en fait la première mouture de Siri. OK ? Souvent, quand on en a parlé, tu disais que tu étais aussi, on va dire, l'un des acteurs en fait de ce Siri sur l'iPhone. Est-ce que c'est vrai ou non ? Ouais. Donc, alors après, il faut comprendre... Et après, Thibaut pourra réagir, bien sûr. Ouais. Hein. Bon, alors encore une fois, Adam et moi, on se connaît depuis plus de 30 ans. On est amis depuis plus de 30 ans. On a travaillé ensemble depuis plus de 30 ans, et on n'a pas toujours travaillé dans les mêmes compagnies, mais beaucoup quand même. On a toujours été voisins. Le jour où j'ai déménagé à Auckland, par exemple, quelques mois plus tard, il déménageait à Auckland. Donc on a toujours été voisins, et vous savez peut-être ce qui se passe dans les relations humaines normales entre deux individus qui s'apprécient et qui parlent de leur travail et qui sont excités par la technologie sur laquelle ils travaillent. Ils se parlent, ils discutent. Et donc, au moment de l'acquisition d'Apple, enfin de Siri par Apple... Donc là, on est en quelle année ? En 2010 ? Là, on est en 2010. OK. Au moment de l'acquisition, un an avant la sortie officielle de Siri sur l'iPhone. Exactement. Donc, en 2010, quand Steve Jobs, parce que c'est seulement la décision de Steve Jobs, c'était que lui qui voulait vraiment avoir Siri, tous ses lieutenants étaient assez contre. Donc, évidemment, Adam et moi, on en parle. D'accord ? Parce que, je le répète encore une fois, c'est notre bébé, quelque part. Et donc on en parle. Pourtant, il y a des notions de confidentialité d'Apple qui font que malgré tout, tu étais au courant. Mais ça, là c'est au moment de l'acquisition, c'est juste avant l'acquisition. Okay. Donc on en parle. On fait, je donne mon opinion, enfin il me dit où ils en sont. Ils étaient sur Android à ce moment-là, et donc ils avaient passé le cap du téléphone, parce qu'avant ça c'était seulement sur des ordinateurs. Hein, donc on avait passé, ils avaient passé ça sur le téléphone en 2008 quand Android est sorti, hein, parce que Android n'est sorti qu'en 2008. Et donc on en parle tout le temps, voilà, on discute de ça, et il me dit. On va être acquis par Apple. On est tout proche d'une acquisition par Steve Jobs. Je sais que Dag, donc un des fondateurs, qui était le CEO de Siri à l'époque, de la compagnie, ne veut pas rester à Apple. Donc il me dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir nous rejoindre ? Donc tu étais le second choix. Si Dag avait dit OK, peut-être que tu n'aurais pas été de l'aventure. Mais en plus, encore une fois, moi, je n'ai pas participé à l'aventure. Toi, tu étais chez HP à l'époque. Tu étais chez HP, oui. À ce moment-là, oui, j'étais chez HP. Tu t'occupais de connecter les imprimantes, c'était ton truc. Exactement, j'ai fait les imprimantes connectées chez HP, ce qui s'appelle ePrint. Et avant ça, j'étais dans mes startups. C'est pour ça, au moment de la fondation de Siri, donc au moment de la création de la boîte Siri, moi, j'étais dans mes propres startups. Et je n'ai jamais même considéré venir avec Adam faire Siri, parce que tu étais passé à autre chose. C'est autre chose. Et donc quand il me dit Dag va peut-être partir, et veut peut-être partir, est-ce que ça t'intéresserait de venir ? Franchement, j'ai hésité, parce que Apple, pour moi, j'étais pas un Apple fanboy. Hein. Apple, pour moi, n'était pas... Et puis tu connaissais Steve Jobs d'une précédente et je connaissais Steve Jobs, j'ai lu aussi anecdote que tu nous as déjà racontée. Que c'était parce que c'était... Quand j'avais discuté avec Steve Jobs d'un projet secret qui s'appelait Siri. J'ai jamais dit ça, j'ai absolument jamais dit ça. Par contre, j'ai discuté d'un projet secret avec Steve Jobs en 2003. Mais c'était 2003, c'était avant la fondation de Siri, c'était bien avant. Donc effectivement, je connaissais Steve Jobs aussi, donc je n'étais pas particulièrement excité à l'idée de venir. Donc je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, on va voir. Donc tu es arrivé concrètement un an plus tard, c'est ça ? Je suis arrivé exactement en novembre 2011. D'accord. Okay. Donc un mois après la sortie de Siri. Et juste après le décès de Steve. Exactement. Okay. Donc c'est là où je suis arrivé dans la compagnie Apple pour diriger Siri. Et j'étais le directeur de Siri. Donc, on peut dire n'importe quoi d'autre, ça c'est clair aussi. Je peux même fournir quelque part mes cartes de visite qui le montrent. De paye. Donc mes fiches de paye aussi, si on veut. Thibaut, jusque-là, d'accord ou pas d'accord ?
Mais oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que vous racontez là, c'est en contradiction avec ce que vous disiez quasi directement, vous laissez très fortement entendre dans énormément d'interviews, où vous laissez entendre que vous étiez partie prenante lors de l'achat par Apple et que vous avez travaillé lors des débuts de Siri chez Apple, que vous avez travaillé en secret, dans une petite équipe en secret qui préparait Siri. Thibaut, alors sincèrement, juste une chose, je vais vous laisser après enchaîner là-dessus. Je connais Luc et au-delà du fait qu'on a une estime l'un pour l'autre, comme beaucoup de journalistes avec Luc, bien évidemment, je n'ai jamais entendu. Regardez la vidéo de Combini et regardez les extraits que je mets dans ma vidéo où très clairement il laisse entendre. Regardez, écoutez simplement l'interview qu'il a donnée sur France Inter qui est sortie le lendemain du jour où est sortie ma vidéo. Très clairement, il laisse entendre de façon active qu'il était partie prenante dans la vente de. Bon, alors ce que j'ai dit, je pense, Siri et ce que je dis et que je répète, c'est que encore une fois. J'avais des relations privilégiées avec Adam, et pendant toute la période où on discutait pour que je rejoigne Apple et pour que je quitte HP, on ne quitte pas une boîte comme ça dans une position d'exécutif comme j'étais du jour au lendemain. D'accord ? Donc il y avait des discussions du côté d'HP, il y avait des discussions du côté d'Apple. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne pouvais pas partir du jour au lendemain, il fallait qu'on trouve un successeur. Évidemment. Voilà. Donc il y avait plein de discussions, et moi, de toute façon aussi, je discutais avec Adam. Évidemment, parce que je voulais savoir où j'allais mettre les pieds. Je ne suis pas complètement stupide, je vais faire mes devoirs de... D'ailleurs, on peut le dire avec le recul, ton passage chez Apple n'a pas été un truc inoubliable, quoi. Ah bah, je te confirme, oui. Et donc, j'ai jamais dit le contraire non plus, et j'étais très très clair qu'on est restés tous les deux, d'ailleurs. Adam est parti juste avant moi, 1 an après, en 2012, et moi je suis parti aussi, juste après qu'Adam soit parti. Donc on est parti, pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, c'était pas exactement ce qu'on pensait que ça allait être chez Apple. Lui le premier d'ailleurs. Mais bon, donc si je peux me permettre de résumer les choses, vous avez eu un rôle qui est assez flou au niveau des brevets au départ, et ensuite vous êtes arrivé après la bataille, c'est-à-dire après les développements de Siri, le vrai développement de Siri entre 2007 et 2010, et après le second développement de la version de Siri pour Apple entre avril 2010 et octobre 2011. Vous arrivez après ces deux batailles, et vous êtes resté là pendant 10 mois, avant d'être parti. Alors certains disent que vous avez été un peu poussé dehors par Scott Forstall. En tout cas, voilà, c'est un passage relativement éclair. Est-ce que tout ça justifie de se présenter comme le co-créateur de Siri avec Adam Shire, donc à peu près à un niveau, genre il y aurait deux, vous dites souvent c'est notre bébé avec Adam Shire, donc ça suppose 2 parents. Voilà, bon, je pense qu'on peut laisser les spectateurs en juger à partir de ces éléments. Thibaut, c'est pas aussi évident que ce que vous dites, votre réflexion, sincèrement, en étant le plus objectif possible. Luc a co-créé Siri. Alors peut-être qu'ils étaient 10, 20 à le co-créer, mais il y a... À vrai dire, quelqu'un a posé la question à Adam Shire. Alors je ne peux pas publier le verbatim en question, mais Adam Shire est prêt à dire que Luc Julia fait partie d'un cercle de co-créateurs, mais que ce cercle de co-créateurs, il devrait inclure quelques centaines de personnes, environ 500 personnes. Et alors, donc, pourquoi pas, je vais vous dire qu'on est en France déjà, une personne sur 100 qui est co-créé Siri, moi je dis c'est super. Voilà, franchement c'est cool. Non, disons, soyons clairs là-dessus, l'un des 500 co-créateurs de Siri. Si c'était ça qui était affiché sur ces livres, j'aurais absolument aucune objection. Non, Siri, c'était 15 personnes, quand c'était une boîte, c'était 15 personnes entre 2007 et 2010, d'accord ? Donc je reconnais complètement que ces 15 personnes-là ont contribué, donc elles peuvent se targuer d'être les créateurs de Siri, d'avoir créé des morceaux de Siri aussi, et j'ai jamais dit le contraire. Et après ça, Siri, quand je le dirigeais, on est passé de 15 personnes à 85 personnes. Donc les 85 personnes qui étaient à Siri à ce moment-là peuvent toujours dire aussi qu'ils ont contribué s'ils ont envie. Mais là, on est après dans le développement normal. Donc, pour moi, c'est plus de la création. D'accord ? La création, c'est encore une fois pour moi la genèse du truc. Et donc, je continue à dire que Adam Shire, nous sommes les 2 co-créateurs de Siri, qui est la genèse de ce projet. Thibaut, j'aimerais qu'on passe à d'autres sujets, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment pas le sujet le plus important. Il nous reste 6 minutes. Quel est on va dire, le sujet sur lequel vous voulez mettre l'accent qui vous paraît le plus déformé par rapport à ce que dit Luc ? Rapidement. Pour moi, le truc qui était important, et la raison pour laquelle je faisais la vidéo, c'est qu'en regardant l'audition du Sénat, et je connaissais d'autres conférences de Luc Julia, je trouvais ça assez alarmant que depuis 2 ans, depuis 2023, depuis l'arrivée de ChatGPT, il présente exactement la même conférence.
Alors qu'il s'est passé dans cette période-là entre, disons, l'arrivée entre GPT 3.5 et voilà son audition au Sénat qui a eu lieu en juin, il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment, un truc qui est frappant, c'est qu'il présente en permanence ce chiffre de 64% de pertinence, qui n'a aucun sens déjà, parce que ça n'a pas de sens de parler d'un tel chiffre de façon détachée d'aucune référence, parce que c'est un résultat sur un benchmark, et le principe d'un benchmark, c'est de servir d'élément de comparaison, donc ça ne veut rien dire, 64%. Et puis, de toute façon, c'est un chiffre qui était extrêmement daté. En fait, même la première fois qu'il l'a utilisé, ce chiffre était déjà daté, parce que la première fois qu'il l'a utilisé, pour autant que je sache, GPT-4 était déjà sorti, alors que c'était le résultat sur un ensemble de benchmarks. C'est un chiffre qui date de 2023, je crois, non ? C'est un chiffre qui date de début 2023, qui porte sur un modèle de 2022. Sur GPT 3.5. Et donc voilà, cette façon de continuer de se présenter comme extrêmement sachant sur l'IA, alors qu'on ne fait que répéter les mêmes chiffres depuis 2 ans, alors que énormément de choses ont changé depuis 2 ans, ça me semblait déjà assez dirimant. Et en outre, il y a aussi beaucoup d'éléments dans son discours qui signalent le fait que il semble manquer d'éléments de compréhension assez basiques sur le fonctionnement des LLM. Et je trouve ça assez frappant. Et je conçois que ça puisse sembler surprenant, mais pour avoir vu un certain nombre de ces conférences, au bout d'un moment, on est forcé de se dire quand on le voit confondre systématiquement le nombre de données et le nombre de paramètres, alors c'est pas un truc qui parle de façon évidente si vous connaissez pas un petit peu le sujet, mais quand vous connaissez un peu le sujet, c'est extrêmement frappant. On se dit, ce genre de confusion ne peut pas se produire s'il n'y a pas une vraie confusion derrière. C'est pas juste de la vulgarisation. On laisse réagir Luc et après on repart. Je terminerai juste. Il y a un autre élément qui me paraît très important, c'est qu'il présente le fonctionnement des LLM comme étant d'immenses bases de données. En disant, voilà, comment fonctionne un LLM ? Eh bien, un LLM, c'est une immense base de données. Et quand on lui pose une question, il va chercher dans cette immense base de données un truc qui a déjà été écrit et qu'on va simplement copier-coller et qu'on va donner là à l'utilisateur. Là aussi, c'est pas de la vulgarisation, c'est plus que de la mauvaise vulgarisation, c'est carrément une image qui est fausse. Et ces choses-là me semblent témoigner d'une mécompréhension profonde des LLM. Et quand on se prétend parler face aux sénateurs pour les informer sur l'état de l'art sur l'IA, ça me semble irresponsable, en fait. À ce moment-là, soit Luc, on décline, soit on s'informe. Luc, si tu devais refaire cette présentation devant les sénateurs, tu ferais la même ou pas ? Oui, je ferai à peu près la même. Sur la pertinence, alors je suis d'accord sur un point, sur la pertinence, c'est excessivement difficile à déterminer. Et c'est ce que je dis dans toutes mes conférences tout le temps, parce qu'effectivement, je répète à peu près la même chose sur les LLM depuis 2023, ça c'est clair. Et je répète à peu près la même chose depuis 30 ans sur l'IA en général. Mais donc, sur la pertinence, c'est excessivement difficile de donner un chiffre. Je trouve qu'il y a des études qui ont été faites qui ont donné des chiffres. Et l'étude de février 2023 est pour moi très intéressante parce qu'effectivement, elle donne sur des faits un peu généraux le chiffre de 64%. Mais non, ça porte sur des benchmarks de raisonnement. Si vous aviez regardé ma vidéo, vous le sauriez, ça porte sur des benchmarks de raisonnement, pas sur des faits. Rien que ça, vous vous trompez là-dessus. D'accord, donc ça donne des... oui, mais c'est pas un détail, ça. C'est absolument pas un détail. Si, c'est un détail. J'ai expliqué pourquoi. Et on me reproche que c'est des vieux chiffres et que maintenant, ça s'est beaucoup amélioré. En fait, la réalité, c'est que ça s'est beaucoup détérioré. Et on me dit qu'il y a un papier qui n'existe pas, qui date d'avril 2025, qui est un papier d'OpenAI, et on dit qu'il n'existe pas. Ce papier d'OpenAI montre en fait qu'on n'est pas passé, maintenant, on n'est plus dans les 60% de pertinence, mais on est plutôt sur des faits sur les personnes et des faits sur des faits génériques en fait qui sont connus et reconnus. On est plus dans l'ordre de 50%. D'accord, donc. Mais est-ce que vous comprenez le principe d'un benchmark ? Aujourd'hui, quand on construit un benchmark, on fait en sorte que, par exemple, il y a un benchmark qui s'appelle Simple Q&A, et si vous voulez, il a été construit de telle sorte que GPT-4o n'ait que 40% de réussite. C'est genre construit de cette façon-là. Et pour tout dire, un être humain aurait... Pour le piéger, en fait, pour piéger GPT. Oui, voilà, on fait des benchmarks de plus en plus difficiles. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous disiez, là, en 6e, vous aviez 13 de moyenne. Ensuite, vous prenez le même élève, il est en prépa, il a toujours 13 de moyenne en maths. Et vous dites, il n'a pas progressé en maths, de toute évidence, puisqu'il a les mêmes notes. Mais précisément, on fait des exercices de plus en plus difficiles pour tester des compétences de plus en plus pointues. Et le fait que vous compreniez pas ça me paraît quand même
très étonnant. Je comprends un tout petit peu comment ça marche, contrairement à ce que vous dites, parce que aussi, contrairement à ce qui est dit, je suis un mathématicien et je sors pas d'un cours de philo. Et donc... On a dit, bon, c'est bien la philo aussi. Hein. Non, mais j'adore la philo, moi, j'adore ça, parce que justement, ça sert beaucoup, la philosophie et l'histoire servent beaucoup pour relativiser les choses et pour relativiser les choses et pour les mettre en perspective par rapport à ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer demain. Mais pour revenir sur la pertinence, c'est effectivement très compliqué. Le truc qui est sûr et qui est vrai et qui est absolument indiscutable, c'est que ces taux de pertinence sont excessivement bons dès que ces IA sont spécialisées. Et c'est pour ça que l'IA est utile en tant qu'outil quand elles sont spécialisées dans les formules mathématiques, dans la chimie, dans ce que vous voulez, dans divers domaines divers et variés. Mais toujours en termes génériques, ces IA sont effectivement très mauvaises parce qu'elles essayent de répondre à tout et n'importe quoi et elles répondent... Ça s'est détérioré et ça c'est faux. Vous prenez n'importe quel benchmark, vous comparez les performances de GPT 3.5 et les performances de GPT 5 là actuellement. Trouvez-moi un seul benchmark du type soit benchmark de raisonnement parce que c'est sur ça que portaient vos premiers... En avril 2025. Comment ? C'est-à-dire que attends, juste une chose. Oui, mais je sais très bien de quel papier vous parlez parce que vous l'avez adressé à Julien Pin et j'ai pu voir quel papier c'était et juste il y a pas, ça ne dit absolument pas ça. Juste, vous dites il y a un papier, c'est comme. Chapitre 3.3. Thibaut, il n'y a pas indiqué la ligne, la page, mais vraiment. Chapitre 3.3. De toute façon, il n'y a même pas de comparaison avec 3.5 dans ce truc-là. C'est ça le problème, c'est que vous prenez un chiffre qui concerne GPT 3.5, il faudrait que vous me montriez que sur ce même benchmark, aujourd'hui GPT 5 fait moins bien, a descendu de 2%. Vous n'allez jamais trouver un truc pareil, ça n'existe pas. Pour essayer de comprendre, c'est-à-dire que tu dis que finalement GPT-5 est moins bon que 3.5 en termes de pertinence, c'est ça ? Mais c'est difficile à accepter quand même, malgré tout. J'essaie d'être neutre dans l'histoire. Ouais. C'est pas difficile à accepter, c'est faux. Il y a aussi une autre chose qui a été mise en avant sur la vidéo, c'est Victor Hugo. Et la date de naissance de Victor Hugo et le fait que tu dises que... alors, je ne sais plus les statistiques exactes, mais que souvent, il y a en fait, il y aurait 5 à 6 erreurs par page quand on lui demande une biographie en 2 pages de Victor Hugo. Ouais, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je trouve que depuis alors autant au début de ChatGPT en novembre 2022 on avait des erreurs. Aujourd'hui il y en a beaucoup moins, il y a moins d'hallucinations et Victor Hugo, la plupart des personnalités connues de l'histoire ou Fred Simotel, etc. Moi je me souviens, au tout début de GPT, on s'amusait à taper nos noms dans ChatGPT, il disait n'importe quoi. Moi, il disait que j'étais présentateur de Turbo, etc. Aujourd'hui, tu tapes la bio de François Sorel ou de Frédéric Simotel, elle est parfaite. Il y a eu une progression qui a été faite. Ok. Pourquoi cet exemple de Victor Hugo ? Pourquoi cet exemple de Victor Hugo ? Parce que d'abord c'est un truc de spécialité là déjà. Donc on va rentrer effectivement dans ces IA qui vont être de plus en plus spécialistes dans des domaines particuliers en fonction de l'IA que tu vas utiliser. Je pense que si tu utilises Grok ou si tu utilises OpenAI quel qu'il soit, ça va pas être exactement les mêmes résultats. Si, faites le test. Je le fais dans la vidéo. Vous prenez n'importe quel truc, vous demandez 2 pages sur Victor Hugo, il y aura pas 12 erreurs. Il y en aura combien ? Il y en aura. Ça serait même surprenant. Il y en aura combien des erreurs ? C'est très simple, je l'ai fait. Il y en aura 0 ? Il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas une erreur dans la biographie de Victor Hugo quand on demande à Grok. Une petite maladresse de présentation, mais il n'y a juste pas d'erreur sinon. Tu l'as déjà testé ou pas, Victor Hugo, sur Grok ou sur ChatGPT ? Évidemment, je ne dis pas. Peut-être en 2023. Non, pas en 2023, non. Donc oui, évidemment, je teste des trucs régulièrement. Bon, toi, tu as de la chance certainement d'avoir ta bio qui est bonne. Moi, ma bio, je m'amuse tous les 15 jours à voir les trucs. Tous les 15 jours, j'ai des résultats absolument aberrants sur ma bio. Bon, maintenant, je n'utilise pas toujours la même IA, d'accord ? Mais bon, je suis désolé, mais je trouve que les pertinences ne sont pas bonnes dès qu'on parle de trucs un peu génériques et généraux. Bon, j'ai bien compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord ce soir, mais en tous les cas, je trouvais important, parce que c'est vrai que il y a eu cette polémique Luc Julia, et je vais vous dire sincèrement, c'est pas le type de sujet que moi j'aime traiter, parce que moi je suis plutôt là avec Fred pour expliquer la techno, pour essayer. On s'était mis à 2. Voilà. Alors
alors bon, t'as pas pu beaucoup t'exprimer, mais c'est vrai que c'était quand même assez intense, etc. C'est compliqué. Mais je voulais vraiment qu'il y ait cette confrontation et que vous puissiez échanger tous les deux. Je ne sais pas si ça a servi à quelque chose, mais en tous les cas, on a essayé. Thibaut, merci d'avoir joué le jeu, parce qu'en visio, en plus, c'est pas évident, mais malgré tout, je pense que vous avez pu vous exprimer. Créateur de la chaîne YouTube, Monsieur Phi, et Luc, merci d'avoir accepté voilà, cette explication. On va plus en parler de cette histoire maintenant, on va passer à autre chose, parce que l'IA, il y a tellement de trucs passionnants à raconter. Et moi, je voulais dire une chose pour terminer, c'est que on peut reprocher peut-être 2-3 trucs à Luc sur le fond, ou même sur la forme, Thibaut. Mais je peux vous dire à quel point je suis fier, en tant que Français, d'avoir un gars comme Luc qui œuvre autant pour la tech dans notre pays. Je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup de témoignages qui me disaient exactement le contraire. Eh bien, écoutez, vous savez quoi ? Je vais vous dire un truc, revoyez vos copains. Parce que, sincèrement, humblement, ça fait 30 ans que je fais ce métier, je rencontre plein de gens dans tous les milieux. Et je peux vous dire que je n'ai jamais entendu quelqu'un critiquer, que ce soit Luc ou d'autres même liés à l'IA. On a la chance d'avoir des gens comme ça. Il faut... Ce que vous faites, c'est votre droit. Vous avez le droit d'être à charge sur quelqu'un. Mais ne pas jeter tout avec l'eau du bain, parce que, sincèrement, je peux vous le dire, avoir une discussion avec Luc, c'est toujours des moments intenses et toujours très intéressants. Sincèrement, véritablement. Et peut-être que vous avez raison sur certains points, mais d'une manière générale, c'est dommage de tirer comme ça à boulet rouge sur quelqu'un qui a d'autres qualités, et je peux vous le dire sincèrement, humainement. Et je vous invite un jour, si vous venez à Paris, de vous rencontrer et de discuter sur ces sujets. Vraiment, en toute simplicité. Et je pense que vous changerez d'avis. Fred, pour terminer. Moi, je rajouterais juste que je connais aussi Luc depuis un moment, et on se rencontre dans d'autres domaines que les médias, sur des conférences où il y a des scientifiques et tout ça, et je n'ai jamais entendu quelqu'un se lever et dire c'est honteux. Au contraire, les discussions ont toujours été riches, parfois très pointues, au point que même certaines sur lesquelles j'animais, j'avais un peu de mal à suivre. Mais ça, et là-dessus, je continue, je reprends ce que tu dis. On a la chance d'avoir Luc Julia, et profitons-en. Et puis, merci d'être venu. Mais merci aussi à Thibaut d'avoir apporté ce débat ce soir. Vraiment, c'est cool. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Voilà, on a explosé les compteurs, mais je pense que ça valait le coup. Luc, à très vite. Ouais, quand tu veux. Je sais. Merci Thibaut, à très vite aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer physiquement un de ces jours. Très bien, volontiers. Ce Tech&Co est terminé. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, mardi, on sera là dès 19h30. Très belle soirée, à bientôt. Tech&Co, la quotidienne sur BFM Business.